Bonjour à tous. Sonia m'a chargé, je suis Héloïse Aubert, pardon. Sonia m'a chargé d'introduire cette keynote. C'est Data Awards cet après-midi qui va nous parler d'IA et de contenu. Et pour ça, j'appelle Frédéric Simon. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le sujet de l'IA, mais appliqué spécifiquement au contenu. Et la question que tout le monde se pose, c'est finalement, est-ce que l'IA nous aide réellement à produire plus de contenu, plus rapidement, moins cher, et surtout qualitatif? Et avant de répondre à cette question, je voulais rapidement, en quelques secondes, introduire DataWars, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est une société française qui accompagnons les grandes marques mondiales depuis plus de 20 ans dans la création et la déclinaison à l'international de tous les contenus digitaux pour tous les touchpoints et pour tous les consommateurs, peu importe leur pays, leur langue, leur communauté, la façon de consommer le digital. On va rentrer directement sur le sujet et je vous demande d'accueillir sur scène Corentin Dupuis de Michelin. Bonjour à tous, merci Frédéric pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va partager quelques mots et illustrer quelques exemples au sujet de Michelin. Alors je voulais démarrer la présentation par une question assez difficile. Vous avez juste à lever la main pour répondre. Je voudrais savoir qui connaît Michelin ici dans la salle. Bon, alors ça me rassure. Et à côté de ça, je me suis posé la question avant de démarrer, comment je vais faire pour parler d'un sujet que tout le monde connaît. Alors, vous connaissez probablement Michelin pour les pneus de votre voiture, ou alors pour les pneus de votre moto, ou les pneus de votre vélo, ou ceux de vos enfants, par exemple. Et effectivement, ça illustre très bien notre raison d'être, qui est d'offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Mais vous allez voir que Michelin, c'est au-delà de ces trois activités-là. Michelin vous accompagne dans toutes les formes de mobilité, celles auxquelles on pense un peu moins, les activités B2B, ce que nous on appelle le transport longue distance, vous avez un poids lourd pour l'illustrer, mais également tout un tas d'activités qui sont en dehors de la route. On pourrait citer les tracteurs, mais des activités auxquelles on pense moins. Quand on prend l'avion, on a besoin des pneumatiques, hein. Décollage à l'atterrissage, ça reste relativement important. C'est des défis technologiques extrêmement importants. Et on est présent dans tout un tas d'activités comme le portuaire, s'il y a des Parisiens ici, le métro. Donc c'est vraiment important. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir Michelin un petit peu plus en détail dans cette vidéo. So many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. Chaque jour, Michelin innove pour faire avancer le monde sur la route. Et bien au-delà. Michelin, Motion for Life. Donc, merci. Vous pouvez remercier les équipes de la communication, effectivement, qui ont fait une vidéo très impactante et qui dénote un petit peu avec, je pense, l'image que vous aviez de Michelin et qui présente et qui illustre très très bien comme Michelin innove tous les jours sur la route, mais comme vous avez pu le voir, bien au-delà. Et donc, sans rentrer trop dans le détail, en fait, Michelin, les activités Michelin peuvent se découper dans 4 principaux domaines et 2 familles différentes. Une famille plutôt côté composite et une famille plutôt côté expérience.
évidemment, la première activité qui reste l'activité majeure de Michelin aujourd'hui, c'est le pneumatique. Être leader dans le pneumatique, c'est-à-dire maîtriser des composants qui permettent, une fois assemblés, de délivrer des performances optimales, quelles que soient les conditions d'utilisation. Pour vous donner 2 chiffres, en termes d'innovation, quand on parle d'innovation, Michelin, c'est 6000 personnes qui travaillent en R&D et c'est plus d'1 milliard de dépenses R&D par an. Donc, on maîtrise parfaitement cette activité-là. Et aujourd'hui, les pneus sont connectés. Très bonne nouvelle. Ça nous a permis d'innover et de lancer de nouvelles activités dans les solutions connectées. Aujourd'hui, on a une connaissance très précise de l'usage de nos clients qui nous permet de livrer des solutions, par exemple à des flottes de poids lourds. Si je cite un exemple, la maintenance prédictive. Aujourd'hui, on est capable de prévoir quand est-ce qu'il va falloir entretenir un véhicule, réparer un véhicule. Donc évidemment, ça a un impact très important et c'est très intéressant pour la majorité des industries. Une autre activité qu'on connaît beaucoup moins, c'est que Michelin est également extrêmement impliqué dans tout ce qu'on appelle les polymères et les composites. Un pneu, c'est de la chimie. C'est plus de 200 composants qu'on assemble et qui doivent justement travailler ensemble pour livrer cette performance-là. Aujourd'hui, Michelin, par exemple, fabrique des résines synthétiques, des résines durables que vous pouvez retrouver dans des activités qui sont l'aéronautique, la mobilité, évidemment, mais même en médecine. Donc vous voyez à nouveau que Michelin innove bien au-delà de son activité pour laquelle vous connaissez. Et enfin, la dernière activité que vous connaissez probablement, dès 1900, à la création de Michelin, Michelin offrait aux automobilistes un petit livret, un petit guide rouge, qui aidait les automobilistes à voyager davantage. Aujourd'hui, le guide s'est profondément transformé et c'est une référence majeure de la gastronomie avec les étoiles Michelin que vous connaissez probablement, présents dans plus de 45 pays. Et comment vous parlez de Michelin sans vous parler évidemment de la notoriété de la marque avec le Bibendum. Le Bibendum qui a été élu en 2000 le meilleur logo du monde par le Financial Times. Alors, on va énormément parler de technologie. On parle tous les jours, depuis 2 jours, de technologie. On parle beaucoup d'IA. Nous, on a une conviction qui est très forte chez Michelin. C'est qu'aujourd'hui, le progrès technologique, il est indissociable du développement humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on est convaincu, on utilise déjà l'IA, et ça va nous permettre de progresser radicalement. Mais aujourd'hui, on doit s'assurer que ces technologies nous livrent des expériences, des solutions qui soient cohérentes. En un mot, il faut qu'on soit capable de garder le contrôle. Et donc, la problématique qu'on se pose aujourd'hui sur nos sites internet, sur tout un tas de canaux qu'on utilise à travers le groupe, c'est, bon, on est tous au courant, il faut livrer des expériences de plus en plus personnalisées, et ça vaut dans tous les domaines. Le client veut être connu, il veut s'assurer d'être parfaitement compris. On a identifié 3 enjeux pour nous qui sont stratégiques. C'est qu'aujourd'hui, on essaye de standardiser nos processus pour avoir des gains d'efficience. Et malgré tout, il faut personnaliser au maximum l'expérience en fonction de nos clients. Je livre évidemment pas les mêmes contenus et la même expérience à un utilisateur de 2 roues au Vietnam, un utilisateur automobile en Amérique du Sud ou une flotte de poids lourds en Amérique du Nord. Ça paraît évident, mais c'est très important, surtout quand on a des activités extrêmement variées. Bon, évidemment, la contrainte, c'est des ressources humaines et des ressources financières de plus en plus croissantes. Et enfin, une fois qu'on a toute cette complexité à gérer, on s'est dit, bon, bah, c'est le bon moment de se reposer la question sur nos modes de fonctionnement. Et justement, Frédéric, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que DataWords peut nous aider. Alors en fait, avant de répondre à la question et avant de parler plus en détail de l'IA, il faudrait quand même retracer ce qui s'est passé ces 3 dernières années. En fait, on a tous découvert ChatGPT en fin 2022. On a compris qu'on était entré dans une nouvelle ère. Et en 2023, il y a eu des initiatives qui ont été lancées un peu dans tous les sens, en silo, dans les divisions des différentes sociétés, pour essayer de gagner tout de suite le gain de l'IA. Et puis on est passé en 2024 et c'était un peu l'année de la grande désillusion. En fait, on s'est rendu compte que malheureusement, la solution miracle, la solution magique qu'on nous avait promis, qu'on rencontre tous les jours sur des salons, que ce soit la start-up ou les GAFA, le fameux outil révolutionnaire en plug and play, bah, il ne marche pas pour vous et il ne répond pas du tout à vos besoins. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, il faut 2 composantes supplémentaires. Et c'est la façon dont nous, on aborde l'IA chez DataWords. En fait, on a compris qu'il ne faut pas une IA, mais des IA. En fait, il faut accepter le fait qu'il va falloir peut-être plusieurs solutions d'IA à orchestrer les unes avec les autres pour arriver au résultat qui est attendu et pour arriver au gain que tu as évoqué.
La deuxième, c'est que il va falloir des humains, il va falloir des experts, des doueurs pour réellement mettre en place un modèle sur mesure pour les différentes sociétés. Et c'est ça qui est parfois difficile à accepter, parce que pendant des années, on nous a promis une solution magique, et finalement, on se rend compte qu'il va falloir se relever les manches et qu'il va falloir avoir des expertises très différentes, avec autour de la table des créatifs, des post-producteurs, des copywriters, des experts du search, des traducteurs, pour réellement bénéficier des gains de l'IA. Par contre, si on arrive à passer ce cap, si on arrive à se dire qu'on va orchestrer différentes IA et qu'on va façonner un modèle sur mesure pour la société, là, on arrive vraiment à un gain qui est révolutionnaire, que nous, on appelle la cultural intelligence, c'est-à-dire la capacité de délivrer des milliers d'assets localisés pour toutes les langues et pour tous les touchpoints tous les jours. Alors, comment est-ce qu'on y arrive? C'est malheureusement une méthodologie à mettre en place et qui prend un petit peu de temps. En fait, il faut prendre le temps de comprendre comment est-ce que l'organisation est faite. Donc, c'est la première étape du modèle qui est de cartographier la façon dont est produit le contenu et comment est-ce qu'il est déployé à l'international. Une fois qu'on a compris le modèle, qui est très différent d'une société à une autre, on va pouvoir commencer à réfléchir à des solutions d'IA, à une plateforme qui va répondre parfaitement aux besoins du client, et on va le façonner sur mesure avec les différents doueurs, les différents experts. Et une fois qu'on a atteint cette étape-là, on va réussir à livrer des milliers d'assets, et on va pouvoir passer au Graal, à la promesse tant attendue, qui est l'hyper-personnalisation. Comment est-ce que je fais pour que Michel, à Clermont-Ferrand, dans un garage, puisse avoir une expérience vraiment sur mesure avec la marque Michelin, par exemple. Donc, ce que je vous propose, c'est de parcourir 3 cas clients de grandes sociétés sur chacun de ces cas-là pour vous illustrer concrètement comment est-ce que l'on peut faire et la méthode à suivre. Pour la première, on a la chance de l'avoir pu le faire ensemble, donc merci beaucoup Corentin pour ça. On a réussi à la faire avec Michelin, vraiment de cartographier la façon dont vous produisez les contenus aujourd'hui avant de se jeter tête baissée avec une solution miracle de l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur la façon dont vous produisez aujourd'hui les modèles? Tout à fait. Donc, on a essayé de simplifier au maximum notre approche. Donc, on a défini une stratégie qui était extrêmement claire. Ce qui est plus compliqué, c'est l'exécution. Donc, aujourd'hui, on a des ambitions business qui sont délivrées en centrale. Moi, je travaille avec mon homologue de la communication et on définit une stratégie de communication 360 omnicanal. Une fois qu'on a défini cette stratégie, basée sur ces ambitions business, il faut qu'on produise le contenu. Donc, on produit un contenu type, ce qu'on appelle chez nous un master. Une fois qu'on a produit ce master, le vrai enjeu, c'est d'être capable d'adapter ce master pour les différents pays. Et c'est là où on est obligé d'aller au bout de la démarche pour amener un maximum de personnalisation. On avait 3 objectifs clés en fait, autour de ce projet. C'est d'être capable de réduire le time to market, c'est-à-dire entre le moment où on a une ambition business qui a été créée et au moment où les contenus sont déployés dans l'ensemble des pays, de réduire au maximum cette durée, de réduire les coûts, bien évidemment, et ensuite de maximiser l'efficience, c'est-à-dire d'éviter les allers-retours, les mails, les fichiers, les réunions interminables. Donc là, c'est vrai qu'on a fait un premier workshop et on s'est rendu compte, comme souvent, que dès qu'on arrive vers la fin du tunnel, finalement, c'est là que les problèmes arrivent. On va avoir un certain nombre de pain points qui vont être identifiés et auxquels on va devoir répondre. Pour illustrer un petit peu ça, si je prends un des pain points, et je vais prendre un pain point assez simple pour voir un petit peu la complexité autour de ça, c'est le lancement d'un nouveau produit juste sur la partie textuelle. Donc on prend vraiment que les textes, que la partie sémantique, et on regarde comment est-ce que finalement chez Michelin c'est produit aujourd'hui. Ce qui est intéressant de voir, c'est le cas dans beaucoup de sociétés, c'est que finalement on va avoir un nouveau lancement, il va y avoir des premières personnes qui vont remplir des données techniques, d'autres personnes qui vont briefer des copywriters, et je parle bien des copywriters parce que souvent on a une agence, un copywriter pour la fiche produit, et puis il y en a un autre pour le CRM, et puis il y en a un autre pour le e-retail, et finalement on va se rendre compte qu'on va complexifier pas mal quand même la façon dont on va rédiger, ils vont travailler beaucoup en silo, et puis avant qu'ils commencent à travailler, il faut une stratégie SEO sur le nouveau lancement, et donc il va falloir une autre agence qui va devoir amener la stratégie SEO. Une fois qu'on a réussi à finir le copywriting, qu'on a le fameux master dont tu parles, déjà on est passé par pas mal d'épreuves, là on va l'envoyer aux régions, qui vont l'envoyer aux pays, qui vont devoir se débrouiller pour le localiser. Et je parle vraiment que des textes. Donc, quand je dis localiser, c'est l'adaptation sémantique, le SEO, l'intégration dans le PIM, mais comme ils n'ont pas accès au CMS, ils vont renvoyer en centrale les contenus. Si on est en cours de migration, ça complexifie encore le process. Et donc voilà, on se rend compte finalement que le process il peut très rapidement être compliqué, et on voit tous les problèmes que tu peux rencontrer, qui sont beaucoup du time to market, et du coup ils se retrouvent là. Finalement, quand on réfléchit un petit peu au process, on se rend compte qu'il y a 3 grands moments et qu'on pourrait streamliner les choses. Il y a le moment du copywriting, et là on peut déjà avoir une plateforme collaborative dans laquelle les copywriters vont se retrouver, avoir une mémoire de rédaction, avoir des propositions.
On peut aussi faciliter leur travail avec des agents d'IA qui vont leur pré-mâcher le travail pour qu'on n'ait plus que de la post-édition à faire. Et tout de suite, la proposition des bons mots-clés SEO au bon endroit, parce que dans un title ou une short description, ce n'est pas forcément les mêmes mots-clés qu'on va utiliser. Donc on va partager les connaissances, on va réellement simplifier la partie copywriting. Et quand c'est fini, on ne va plus l'envoyer des toolkits dans tous les sens sous format Excel. On va avoir automatiquement la tâche qui va partir à la personne qui est en charge de valider la traduction. Et bien sûr, on peut pré-traduire le contenu par un agent d'IA qui va faire une traduction IA en avance de phase. Et quand il est terminé, et ben là, on ne va pas intégrer à la main dans le CMS, dans le PIM, dans le DAM. Non, on a un connecteur natif qui est toujours la même plateforme et qui va pouvoir faire vivre en temps réel tous les contenus dès qu'ils ont été validés par les différents pays. Ça c'est très clair, mais comment vous modélisez après ? Ben justement, c'est l'étape numéro 2. Une fois qu'on a compris ce qu'on voulait faire, là, vous le voyez, on n'a pas mis ni les outils, ni les IA potentiels. Donc c'est là qu'il va falloir qu'on commence à penser à façonner le modèle. Et donc là, je vais prendre un autre exemple d'un client qui a fait ça l'année dernière, qui est Henkel, donc qui est un grand groupe mondial que vous connaissez tous, pour lequel on va, pour l'ensemble des marques et l'ensemble des pays, aller livrer clé en main l'ensemble des assets dans tous les formats, dans toutes les longueurs et dans toutes les langues, sur tous les touchpoints, de la télé au digital, au point of sale, au out of home. En fait, quand on a pris le brief finalement qui était assez proche de ce que tu disais, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'étapes qu'il fallait essayer de simplifier les choses. On a divisé finalement le travail en 2 temps. Le premier, c'est de se dire, OK, on a des contenus sémantiques. Il va falloir déjà gérer la partie texte. Et la partie texte, on tombe très vite dans le piège, le mirage de l'IA dont je parlais en introduction. On a tous rencontré des sociétés incroyables qui vous promettent de vous mettez votre PDF, votre brand book, votre chart édito, et à la volée, on va créer des milliers de fiches produits, des landing pages. Ça va être magnifique, la qualité va être incroyable. Vous le livrez à vos chefs de produits ou traduit à vos pays, et là, ils vous disent bah, c'est très standard, ça ne marche pas très bien, on est très déçus parce que tu as proposé. Et donc finalement, oui, il faut un outil, l'outil collaboratif, mais il faut rajouter une surcouche humaine, les fameux doueurs, pour réussir à créer des agents et des sous-agents pour l'ensemble du texte, que ce soit le copywriting, le SEO ou la traduction. Donc c'est un travail de setup à faire, dans lequel on va vraiment alimenter des choses très spécifiques à la marque pour vraiment lui proposer un contenu qualitatif pour l'ensemble des touchpoints. Il y a 2 modèles possibles. Soit on prend les modèles qui sont sur étagère, et c'est souvent on est tenté de le faire. Donc on prend un ChatGPT pour la rédaction, on prend un DeepL pour la traduction, et on se dit que ça va être magnifique. C'est vrai que c'est très puissant. En langage naturel, c'est même plutôt bon. Mais pour les marques, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que ça a été entraîné sur des trilliards de data. Et malheureusement, quand tu es dans les pneumatiques, tu n'es pas dans le gaming ou dans le médical. Et d'ailleurs, nous, on a des données qui sont très spécifiques, on a des données qui sont déjà structurées, on a déjà fait cette approche, donc nous, on est tout à fait à même de vous livrer les données. Et donc, dans ce cas-là, on peut passer dans l'étape numéro 2, qui est de se dire, on va créer quelque chose de custom pour la marque. Et quand je dis quelque chose de custom, je vais aller même beaucoup plus loin, parce que vous avez déjà entendu ce discours. En réalité, quand on veut réellement pouvoir produire, par exemple pour Henkel, un après-shampoing, quand je dis un après-shampoing, c'est le 360, c'est-à-dire la fiche produit, les contenus de la newsletter, la landing page et autres, et ben, pour cet après-shampoing, il ne faut pas utiliser un agent générique Henkel. Parce que Henkel, malheureusement, c'est des technologies adhésives d'un côté, des consumer brands, de la lessive, du shampoing. Et donc, il faut créer ce qu'on appelle des sous-agents. Et c'est là que ça devient puissant, c'est quand on va cadrer l'IA au laser sur des spécificités. Et donc, si on veut réellement produire une campagne et la traduire en toutes les langues pour des après-shampoings, il faut accepter que ce soit pour la marque Schwarzkopf, dans les soins, parce qu'on n'est pas dans la coloration ni dans les coiffants, et pour de l'après-shampoing, parce qu'on n'est pas dans des huiles ou dans des masques. Quand on arrive à faire ça, et c'est du travail en setup, on permet vraiment de produire et de traduire des contenus extrêmement qualitatifs. Aujourd'hui, ça marche pour les contenus texte. On sait qu'aujourd'hui, nos consommateurs consomment de plus en plus de contenus images, vidéos. Comment ça marche ? C'est vrai que les jeunes, ils lisent plus. Donc oui, il faut passer par les contenus vidéo. Donc les contenus visuels, une fois qu'on a passé la première étape, on a tous les textes traduits, copyrightés, traduits dans l'ensemble des langues, qualitatifs, validés, prêts à être utilisés. Là, il va falloir, en effet, démultiplier le nombre de formats. Donc là encore, il y a plein de solutions très intéressantes et extrêmement performantes qui permettent finalement de décliner vos assets. Mais comme on le sait, l'IA est imparfaite. L'IA fait des erreurs, donc on va devoir toujours avoir l'humain qui va façonner le modèle et corriger les erreurs. Ça peut être un produit qui est mal coupé, ça peut être parce qu'on est sur en entrée, en input, une pub télé 30 secondes, 16/9 et on veut faire du 9/16 pour du social media TikTok en 6 secondes. On voit bien qu'on va rajouter du flou, ce qui n'est pas acceptable pour une marque, ou les textes en surimpression qui sont souvent quand même assez mal gérés. Et puis il y a aussi de la voix, et puis il y a aussi peut-être le changement du visage pour des différentes raisons culturelles. Et donc là encore, c'est le même modèle, je ne rentre pas dans le détail, mais l'enjeu, c'est de réussir à en fait faire cohabiter des solutions d'IA. Des solutions d'IA pour du social listening, des solutions de reformatting, des solutions de voix, et finalement de les interconnecter les unes avec les autres de façon complètement automatique pour pouvoir passer par les 3 grands steps, c'est-à-dire créer des masters,
Ensuite, pouvoir décliner l'ensemble des formats, donc les centaines de formats pour tout le kit d'activation. Et bien sûr, le localiser et livrer clé en main dans le DAM pour toutes les filiales, pour leur plan média, directement les contenus qui sont prêts à être diffusés auprès du consommateur. Et c'est vraiment l'objectif que l'on veut faire avec Michelin, c'est de réussir finalement à mettre en place un système qui est similaire pour livrer des contenus dans tous les pays du monde, directement dans le DAM. Après, bien sûr, on parle du Graal, on parlait d'hyper-personnalisation. Les contenus qu'on voit ici, c'est des contenus finalement top-down, alors bien sûr des besoins filiales qu'on peut prendre en compte et qu'on peut adapter au dernier kilomètre. Mais maintenant, une fois qu'on a réussi à finir cette étape 2, c'est l'étape 3. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un contenu extrêmement personnalisé pour chaque consommateur. Et là, je crois que chez Michelin, vous avez pas mal avancé. Je pense que ce serait intéressant que tu puisses parler de l'initiative que vous avez mise en place. Oui, tout à fait. Les étapes de personnalisation de contenu, on a déjà travaillé sur cette personnalisation de contenu depuis des années. On a internalisé des compétences, on s'est associé avec des prestataires comme DataWords, et aujourd'hui, on est à même de personnaliser nos contenus en fonction des différentes locales, en fonction des différents contextes. Et on n'a pas attendu la révolution de l'IA pour s'engouffrer. On a déjà aujourd'hui, sur certains de nos sites internet, des agents conversationnels. Donc aujourd'hui, les agents conversationnels, on a commencé avec de l'anglais et on s'est rendu compte qu'en fait, avec la puissance de l'IA, on est capable de faire de l'espagnol au Mexique ou par exemple de traiter du thaïlandais. Ce qui pouvait paraître extrêmement compliqué et en fait est relativement assez simple avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a réussi à personnaliser grâce à l'IA la relation qu'on a avec nos clients. Et justement, l'essor de ChatGPT a complètement transformer, disrupter la manière dont nos utilisateurs veulent consommer nos contenus. Donc, on s'est adapté à ce conversationnel et aujourd'hui, on est capable de poser des questions directement via le site internet. Quel est le produit dont j'ai besoin? Où est-ce que j'habite? Est-ce que j'ai un service après-vente? Comment est-ce que je gonfle mon pneumatique? Et cette IA, elle est déjà connectée à certains de nos services consommateurs. Ce qui fait énormément de sens avec ce qu'on a dit. On a besoin d'avoir cette cohérence entre la technologie et l'humain. Maintenant, on s'est dit, c'est le bon moment pour adapter nos modes de fonctionnement. Ce qu'on fait, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, on va avoir des ambitions plus importantes. On est capable de faire de l'analyse de sentiments. On a de la donnée, on capture de la donnée. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour vraiment tirer notre épingle du jeu. C'est vrai que c'est déjà une première étape qui est très intéressante et qu'il faut mettre en place pour passer à la suite, qui est vraiment de pouvoir proposer encore une expérience encore plus personnalisée pour chacun des clients. Et c'est ce qu'on fait, nous, avec le groupe L'Oréal. En fait, on met en place une relation vraiment omnichannel, donc c'est-à-dire avec n'importe quel moment du customer journey, que ce soit dans la rue, dans la boutique, sur Internet ou autre, on peut permettre à n'importe quel consommateur de rentrer en contact directement avec une conseillère de beauté. Conseillère de beauté, ça peut être bien sûr via le chatbot du site, typiquement Lancôme par exemple, mais aussi directement depuis les messageries instantanées que tu peux avoir dans ton téléphone. Donc est-ce que tu utilises Messenger, WhatsApp, WeChat, KakaoTalk, Line, peu importe la porte d'entrée, finalement on va pouvoir aller reproduire une expérience qui est streamlinée et qui va pouvoir permettre d'avoir une relation directe avec chaque conseillère de beauté, d'avoir une vraie expérience personnalisée. Là encore, le secret, comme tu l'as compris, ce n'est pas une seule IA. Tu ne peux pas juste avoir ton chatbot, tu ne peux pas juste avoir la connexion avec ton CRM. C'est une plateforme au centre qui va pouvoir interconnecter l'ensemble des éléments dont la conseillère de beauté va avoir besoin. Il va falloir qu'elle ait accès au FAQ, aux données du produit, qu'elle ait accès bien sûr au CRM, savoir à qui elle s'adresse en ce moment, et créer une porte d'entrée vraiment très simple qui est via les messageries instantanées. Et donc, peu importe ce que tu utilises comme application, tu peux tout de suite rentrer en contact avec une conseillère de beauté à côté de chez toi. Donc, comment ça fonctionne? C'est simple, c'est comme je l'ai dit, à n'importe quel moment, que ce soit en boutique, à l'extérieur, online, on va pouvoir demander à rentrer en contact avec une conseillère de beauté, donc, par exemple via un QR code. On va être attribué, alors deux possibilités, soit c'est une attribution à des top vendeurs, ça peut être un choix qui est fait par la marque, soit à une géolocalisation proche de la personne qui fait la recherche. En fonction de ça, du coup, la conseillère de beauté va être surboostée avec différents niveaux d'IA. Quand je dis surboostée différents niveaux d'IA, ça va être bien sûr la connexion avec le CRM, comme tu l'as évoqué, qui est hyper importante. À qui est-ce que je m'adresse, quand c'est que c'est son anniversaire, quelles sont ses intentions d'achat et autres. Et aussi, quel est le sentiment de la personne dans les échanges? Est-ce qu'elle est un petit peu énervée? Est-ce que ça doit être flagué pour être remonté directement au supervisor? Qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer dans le parcours? Donc vraiment, il va y avoir de l'IA à différents niveaux. Et si je reprends un petit peu ce que tu présentais, on est sur la partie finalement de gauche. Aujourd'hui, Michelin, vous faites déjà un chatbot qui est assez efficace. Ce qui serait intéressant de voir, c'est comment est-ce qu'on peut aller
plus loin et comment est-ce qu'on fait de la prédiction, c'est-à-dire comment proposer finalement pour la fête des mères qui va arriver directement le bon produit à la bonne personne qui est en train de communiquer avec moi. Et donc c'est ça qui va être très important, ça va être de simplifier la vie des conseillères de beauté, c'est des dizaines, des centaines de personnes, c'est pas toujours évident, ils n'ont pas forcément les compétences. On est sur une plateforme unique qui est surboostée avec de l'IA et qui est en contact direct via la messagerie instantanée du choix du client. Et donc, on va éliminer toutes les frictions, finalement, dans la communication avec la marque. Donc, effectivement, ce que je comprends, c'est qu'avec une stratégie claire, avec des enjeux qui sont parfaitement définis, en fait, on a un terrain de jeu qui est immense et qui va répondre aux 3 objectifs initiaux qu'on avait. C'est-à-dire qu'en fait, mon premier objectif qui était de réduire les coûts, ça marche. Alors ça marche, si tu entends moins 80, moins 90%, c'est comme en bourse, quand on vous dit que vous avez un rendement de 20% par an, c'est qu'il y a un loup. C'est le côté un peu Madoff. Donc nous, c'est un petit peu pareil. Oui, il y a une vraie réduction de coûts, jusqu'à 30%. Parce que ce qu'on veut, c'est des contenus extrêmement qualitatifs, qui soient aussi bons que des contenus humains, qui soient performants d'un point de vue SEO et autres. Et donc, on ne peut pas se permettre de rogner sur la qualité et sur la performance. Donc oui, on peut livrer exactement les mêmes contenus avec une baisse d'un tiers, mais par contre, pas jusqu'à moins 90% comme certaines solutions peuvent proposer. Ok, et donc ce que je comprends, c'est que ça va également m'aider à réduire cette obsession que j'ai du time to market. Alors là je peux m'engager sur la division par 3, parce qu'il n'y a pas que l'IA, il y a aussi l'outil finalement. On va, comme on l'a vu tout à l'heure dans le schéma, finalement streamliner les choses. Il y a plein d'étapes, du copywriting, de la traduction, du SEO. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses manuelles, des Excel, des allers-retours, qui sont clairement inutiles et qu'on peut vraiment éliminer. Donc oui, là sur les gains de temps, au lieu d'avoir entre ton ambition business et ton lancement de 2 roues au Vietnam en peut-être 9 mois, on va pouvoir le faire en quelques semaines. Ok, et en plus de ça, ça va me permettre d'apporter de la cohérence et de réduire les erreurs. Oui, alors c'est vrai que l'IA va nous permettre vraiment, et les outils vont nous permettre de simplifier les flux, d'éviter les copier-coller, d'éviter les erreurs et surtout de réutiliser les contenus. En fait, nous, on a un KPI qu'on adore suivre, qui est le taux de reuse. Est-ce que les pays vont utiliser ce qu'on leur a mis à disposition ? Dans la fin de l'étape 2 qu'on a vu tout à l'heure, tous les formats, toutes les manières, tout ce qu'on a pu livrer pour Henkel, la question c'est est-ce que les pays, ça leur correspond ? Est-ce que culturellement ça va leur aller ? Est-ce que pour la performance locale ça leur va ? Si c'est au-dessus de 95% qui est vraiment notre objectif, c'est que c'est une grande réussite et on peut arriver à ces résultats-là. Merci, c'était très clair, ça donne vraiment envie de poursuivre. On voit que le terrain de jeu est immense, maintenant il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. Merci beaucoup.